Il y a plus à découvrir chez cette femme complexe que les hommes qu'elle a enchevêtrés dans sa vie. Elle est issue d'origine modeste, née le 13 juin 1839 à Toxteth, Liverpool. Troisième de 5 enfants, elle a grandi dans la région de Liverpool, près des docks de la ville où travaillait son père. Sa famille ouvrière n'était pas aisée, vivant dans un immeuble de rapport délabré. La tragédie a sans doute marqué la jeunesse de Catherine, puisqu'elle a grandi sans mère. La mère de Walters, Mary Ann Fowler, avait immigré d'Irlande. Elle donna naissance à 2 autres enfants après Catherine, mais malheureusement, elle ne survécut pas pour élever ses enfants, mourant en couche avant que Catherine n'atteigne l'âge de 12 ans. Son père ne fut pas d'un grand secours, se révélant être un mauvais père. Le père de Walters était employé des douanes au dock de la ville de Liverpool, et plus tard aubergiste, semblant plus intéressé par son travail que par l'éducation de ses enfants. C'était aussi un alcoolique. Cela a probablement conduit à un fort sentiment d'indépendance chez Catherine, dès son plus jeune âge. En effet, elle commença à travailler tôt, et un salaire n'était pas la seule chose qu'elle obtint de son nouvel emploi. Elle reçut également un surnom amusant. Peu après avoir commencé à travailler à l'âge de 16 ans, Catherine devint connue sous le nom de Skittles. Ce surnom lui colla à la peau pour le reste de sa vie, et même ses riches bienfaiteurs ultérieurs et la presse l'appelaient ainsi. Le charmant surnom convenait à la personnalité pétillante de Walters, et il s'inspirait de manière appropriée d'un jeu. La légende la plus largement acceptée sur l'origine du surnom de Walters est simple mais amusante. Elle obtint un emploi à la taverne Blackjack à Liverpool. Ce pub avait une réputation en ville pour une particularité unique. Il possédait une piste de bowling. À l'époque, cependant, le bowling tirait son nom des quilles qu'un joueur tentait de renverser, les Skittles. Ainsi, Walters obtint son surnom de Skittles de son passage là-bas. Elle trouva aussi bientôt sa profession à vie, et ce n'était certainement pas serveuse. Elle fut découverte jeune. En travaillant au bar, Walters attira l'attention d'un riche aristocrate, George Lord Fitzwilliam. Fitzwilliam tomba immédiatement sous le charme de la jeune fille de 16 ans et finit par convaincre Walters de lui permettre de l'emmener chez lui pour vivre comme sa maîtresse. Ce fut un accord qui changea sa vie à jamais. Rapidement, elle fut emmenée dans la capitale. Fitzwilliam ramena Walters à Londres, sa résidence principale. Il l'installa dans une maison modeste qui lui était propre, où il lui rendait visite de temps en temps. Leur relation ne dura pas très longtemps, mais elle fut extrêmement lucrative pour Walters. Après leur séparation, Lord Fitzwilliam accepta de conclure leur liaison par un paiement unique de 2000 livres et une pension annuelle de 300 livres en échange de sa discrétion. Comment pouvait-il dire non à un si joli visage? Cependant, sa beauté était une question d'opinion. L'apparence de Catherine Walters a fait l'objet de débats. Certains estimaient qu'elle n'était pas d'une beauté classique, un journaliste allant même jusqu'à dire qu'elle avait un visage extrêmement quelconque. Pourtant, elle était généralement considérée comme assez jolie dans sa jeunesse, avec des cheveux châtains et des yeux bleus. Mais ce n'était pas son visage qui captivait la plupart de ses prétendants. Sa silhouette était légendaire. Si les avis divergeaient sur la beauté de Walters au-dessus du cou, c'était son corps qui attirait une attention presque universelle des hommes. Décrite comme ayant une silhouette parfaite, Walters possédait une taille de 18 pouces. Elle mettait cet atout en valeur en portant des vêtements moulants, ce qui lui valut de nombreux admirateurs au fil des ans. Mais sa personnalité attirait aussi beaucoup. Son caractère rayonnant de 1000 feux. Les amants de Walters l'appréciaient pour sa personnalité chaleureuse. Un partenaire romantique régulier, diariste et membre du Parlement, Henri le Bouchier, s'extasiait à son sujet dans son journal, disant qu'elle avait « le cœur le plus capricieux que je connaisse » et doit être la seule courtisane de l'histoire à conserver son cœur intact.
Walters correspondait au stéréotype de la femme au cœur d'or, et cela lui valut une liste impressionnante de liaisons. Sa liste d'amants était variée. Les rumeurs abondent sur tous les amants que Walters eut au cours de sa vie. Tous les noms n'ont pas été révélés, mais la plupart de ses bienfaiteurs venaient des hautes sphères. La liste connue inclut des aristocrates éminents, des dirigeants politiques, des intellectuels notables, et même un membre de la famille royale britannique. Certains de ces hommes eurent de plus d'influence sur la direction de sa vie que d'autres, surtout lorsqu'elle s'engagea avec un homme marié. Au début des années 1860, Catherine Walters devint la maîtresse de Spencer Cavendish, marquis de Hartington et futur 8e duc de Devonshire. Elle n'avait que 19 ans, et le marquis, déjà marié, connu sous le nom de Hardy Tardy, se proclama son protecteur. Leur liaison dura 4 ans, et Walters en bénéficia grandement de manière transformative. Cavendish lui accorda une généreuse allocation pour couvrir ses dépenses et l'installa dans une luxueuse maison de ville, à Mayfair. Le domaine de la maison comprenait une écurie avec une équipe de chevaux pur sang. C'est ce dernier don qui vint définir sa persona publique à Londres. Elle avait un talent particulier. En dehors de sa vie privée, en tant que court implémentation du texte traduit, courtisane, Walters devint largement connue comme une cavalière exceptionnellement talentueuse. En effet, elle devint aussi renommée pour ses compétences équestres que pour son attrait physique. Ses exploits lui valurent une réputation, même au-delà de la capitale britannique. Elle attirait des foules immenses. Walters gagna en notoriété pour ses exercices avec des chevaux pur sang, en tant que dresseuse de chevaux à Rotten Row, Hyde Park, Londres. Sa célébrité était telle qu'elle devint une attraction touristique, et des foules de curieux affluaient au parc pour la regarder monter. Cela lui conféra une influence considérable, puisqu'elle influença l'équitation. Les compétences inégalées de Walters à cheval inspirèrent de nombreuses dames aristocrates à imiter son style de montin. Elle devint une pionnière dans le domaine de l'équitation. Sa compétence en selle devint un spectacle à contempler. La foule la trouvait électrisante. Une lettre adressée au Times en juillet 1862 illustrait l'atmosphère extatique que le talent de Walters suscitait lors des événements équestres. Elle se frayait un chemin avec dextérité, d'un air inconscient à travers la foule, commentée par les centaines qui l'admiraient et les centaines qui l'enviaient. Elle était la star du spectacle. Sous le nom d'Anna Mina, Walters filait à toute vitesse dans une calèche tirée par de superbes poneys, laissant les autres participants dans la poussière. Des dizaines de personnes se rassemblaient autour de sa calèche après l'événement pour la féliciter, et elle acceptait gracieusement leurs éloges dans son chapeau emblématique en forme de tourte. Ses vêtements étaient presque aussi légendaires que ses talents équestres. Elle était une cliente fidèle et savait où faire ses achats. Walters faisait confectionner toutes ses tenues d'équitation par un célèbre tailleur londonien, Henry Poole & Co. Elle passait tant de commandes que les registres de ses achats à eux seuls remplissaient plus de 40 pages. Walters préférait que ses pièces soient même confectionnées en fourrure de castor noir, doublée de soie avec des cols en velours. Ses tenues d'équitation étaient aussi révolutionnaires que ses compétences équestres, mais personne ne portait ses tenues comme Walters. Elle s'habillait de manière séduisante. Les tenues d'équitation de Walters étaient notoirement ajustées, mettant en valeur sa silhouette légendaire. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles elle obtenait une coupe si spectaculaire en se faisant coudre dans ses tenues par ses tailleurs. Il y avait aussi des murmures qu'elle ne portait aucun sous-vêtement en dessous. Cela augmentait sans doute son attrait auprès de ses admirateurs masculins. Mais son temps en tant que spectacle populaire ne dura pas éternellement. Walters commença à se lasser de Londres, pour plusieurs raisons. Sa notoriété lui causa du chagrin de la part de certaines dames aristocrates qui la méprisaient publiquement. De plus,
sa relation avec Cavendish avait pris fin. Cela ne fut cependant pas un fardeau financier pour Walters. Au contraire, Lord Hardington accepta de lui verser 2000 livres par an pour garder leur liaison secrète. Cela l'a mis à l'abri financièrement pour la vie, même après sa mort. Incroyablement, elle reçut des paiements d'outre-tombe. Même après le décès du duc Cavendish en 1908, sa famille continua de verser à Walters la somme annuelle de 2000 livres. Cela était probablement dû au fait que le duc avait dissimulé la transaction sous un faux prétexte dans ses registres. Avec ses finances assurées et son dédain pour Londres atteignant son paroxysme, Walters décida de se défaire de ses possessions. Dans l'intention de voyager à l'étranger, Walters vendit le bail de sa maison londonienne. Elle vendit tout ce qu'elle possédait. Elle mit aux enchères chaque meuble et décoration de la maison pour obtenir un peu d'argent supplémentaire pour son voyage. Cela réglé, il ne lui manquait plus qu'à trouver un compagnon de voyage. Lors de sa visite à Londres, Aubrey de Vere Beauclerk d'Argolis Castle, dans le comté de Down en Irlande, fit la connaissance de Walters et tomba immédiatement sous son charme. Il y avait juste un problème. Il était marié. Exprimant son intention de voyager, le couple s'enfuit ensemble à New York. Elle ne resta cependant dans la ville et dans la relation que pendant environ 1 an. Mais Walters cherchait à s'installer dans un endroit un peu plus en accord avec sa personnalité sulfureuse. Des États-Unis, elle partit pour l'Europe. Walters quitta New York et se dirigea vers Paris. Là, elle ajouta une autre conquête à son impressionnante liste d'hommes importants en devenant la protégée d'Achille Fuld. Fuld était le ministre des Finances tel point de l'empereur alors régnant Napoléon III. Mais les liaisons avec des hommes importants n'étaient bonnes pas tout ce qu'elle poursuivait dans la ville lumière. Semblant frappé par un esprit entrepreneurial, Walters décida d'ouvrir un salon à Paris. Peu d'informations ont filtré à ce sujet, mais comme il resta ouvert pendant tout son séjour dans la capitale française, il fut probablement raisonnablement successful. Comme partout où elle allait, Walters développa rapidement une réputation notable à Paris également. Elle était un spectacle dans les rues. Ne laissant pas ses talents de cavalière se perdre, Walters gagna en notoriété parmi les Parisiens pour conduire elle-même sa calèche dans les rues. Attelée par 2 pur sang, on pouvait souvent la voir filer dans le bois de Boulogne, accompagnée de 2 palefreniers. Beaucoup s'émerveillaient devant ce spectacle, et Walters veillait à ce que ses compétences ne cessent de s'améliorer. Elle restait en pratique. Walters resta à Paris pendant 10 ans, ne revenant en Grande-Bretagne qu'à l'occasion pour participer à la saison de chasse dans le Leicestershire. Pendant son séjour à l'étranger, elle continua de perfectionner ses compétences de cavalière, et sa réputation impressionnante à cet égard ne fit que croître. Mais tout le monde à Paris ne fut pas de son côté. Elle intenta un procès à un éditeur, les registres montrant que Walters poursuivit un éditeur, Fuld, pendant son séjour à Paris. Il était sur le point de publier un livre intitulé « Mémoire d'une biche anglaise », une biographie illégitime de Walters elle-même. La couverture du livre présentait un portrait d'elle. Craignant l'attention que cela attirerait sur elle et ses amants secrets dans les colonnes de potins locaux, elle engagea une action en justice contre Fuld. Avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux, les deux parvinrent à un règlement, et l'éditeur détruisit les copies restantes du livre. Sa chance avec les hommes de lettres ne fut cependant pas toujours mauvaise, car elle attira un poète. À Paris, Walters rencontra le poète anglais Wilfred Scawen Blunt. Les deux entamèrent une brève liaison, qui entraîna l'engouement de Blunt pour elle pour le reste de sa vie. On dit qu'elle inspira beaucoup de ses poèmes par la suite. Ce n'était pas seulement la littérature qu'elle inspirait, elle fut aussi le sujet de fiction. En 1864, alors qu'elle était encore à Paris, l'éditeur londonien George Vickers publia non pas 1, mais 3 biographies fictives sur Walters.
elles étaient moins explicitement centrées sur elle que celles menacées par l'éditeur français, ce qui explique probablement pourquoi Walters ne contesta pas leur publication. Publiés anonymement, les livres firent quelque peu sensation. L'auteur probable des livres fictifs sur Walters était un homme nommé William Stephens Hayward. Le contenu osé des romans suscita une préoccupation morale parmi le cercle conservateur des critiques littéraires. L'un d'eux concluant qu'aucun libraire respectable ne voudrait que sa fille lise ses livres. Et aucun homme soucieux de sa réputation ne devrait tolérer qu'il déshonore en un sa boutique. Mais malgré la controverse, Walters continua d'inspirer de nombreux artistes. Sa réputation inspira de la poésie. Alfred Austin mentionna Walters par son nom dans son poème de 1861, The Season, à satire, un poème se moquant de la société aristocratique et des mœurs sociales de l'ère victorienne moyenne. Austin s'extasiait sur les spectacles équestres dramatiques de Walters à Hyde Park et l'émoi qu'il suscitait dans le public. Le poème illustrait également d'autres réactions qu'elle inspirait. Les femmes riches la jalousaient. Le poème d'Austin touchait aussi à l'humeur dominante parmi les dames de la société envers Walters, qui étaient bien conscientes de la manière dont elle gagnait sa vie. Non seulement Austin suggérait que Walters inspirait de la jalousie parmi les femmes bien nées, mais elle semblait également ressentir un intérêt curieux et une fascination pour sa vie. Les hommes avaient une opinion différente, alors que les jeunes filles de la société semblaient incroyablement réprimées et ennuyeuses, en comparaison avec les manières sociales plus naturelles et l'esprit libre de Walters, que les hommes trouvaient irrésistibles. Ironiquement, c'étaient les structures et attentes sociales créées par ces hommes qui avaient créé les femmes rigides et guindées qu'ils épousaient en premier lieu. Mais le charme de Walters lui servit bien partout où elle allait, et elle fut bientôt prête à bouger à nouveau. Elle rentra finalement chez elle. En 1872, après 10 ans à Paris, Walters retourna à Londres, où elle passa le reste de ses jours. Après son succès dans la capitale française, elle décida d'ouvrir à nouveau un salon dans sa ville natale. À l'âge mûr de 33 ans, la profession principale de Walters ne ralentit pas du tout, et sa liste de contacts devint encore plus impressionnante. Elle ne cessait de s'élever, ce qui la conduisit à une liaison royale. À son retour à Londres, Walters s'associa à un nouvel homme, dont le statut éclipsait ses partenaires précédents. Elle entama une relation avec nul autre que le prince de Galles, qui deviendra plus tard le roi Édouard VII. Mais la dynamique de pouvoir entre eux n'était pas celle que l'on pourrait attendre. Le prince était obsédé par elle. Malgré son statut, le prince de Galles se trouva complètement épris de Walters, à la fin de leur relation, après quoi elle reçut une autre généreuse rente viagère. Édouard lui avait écrit environ 300 lettres d'amour. Fidèle à sa discrétion légendaire, elle accepta de lui rendre toutes les 300 lettres, et il lui en fut extrêmement reconnaissant. Beaucoup aimaient Walters, mais un homme improbable captura son affection. Walters rencontra l'honorable Gerald Summerlee en 1879 et tomba passionnément amoureuse de lui. Ils entamèrent une relation parfois romantique, parfois platonique, qui dura jusqu'à la fin de sa vie. Mais fidèle à la mode de Walters, il n'y avait rien de conventionnel dans leur partenariat. Lorsqu'ils se rencontrèrent, par exemple, elle avait 40 ans, et il n'en avait que 19, et était encore étudiant à Eton, une présence constante dans sa vie dès leur rencontre. Walters légua même toute sa fortune à Summerlee à sa mort. Bien qu'elle ait intenté une action en justice contre un éditeur une décennie auparavant, en 1873, Catherine Walters se retrouva elle-même poursuivie en justice. Un tailleur la poursuivit pour un différend concernant sa facture. Messieurs Creed et Evans, un tailleur spécialisé dans les tenues d'équitation, intenta une action pour récupérer les coûts qu'ils prétendaient que Walters leur devait, après qu'elle et sa sœur
eurent de contester les prix facturés. Les sœurs, à travers le prisme de nos valeurs modernes, avaient peut-être raison. La raison pour laquelle Walters avait protesté auprès des tailleurs était qu'on lui avait facturé moins cher pour des tenues similaires auparavant. Les tailleurs contre-attaquèrent avec un argument qui ne tiendrait pas aujourd'hui. Ils prétendirent que les vêtements étaient cousus à la main par des hommes, suggérant que le travail des hommes valait plus que celui des femmes. Reflétant l'attitude rétrograde de l'époque, le jury trancha en faveur des tailleurs. Heureusement, la réputation de Walters resta intacte. Walters prit officiellement sa retraite de la vie de courtisane en 1890 à l'âge de 51 ans. Jamais du genre à se reposer en se relaxant sur une plage, elle décida d'ouvrir 2 hôtels auxquels elle pourrait consacrer son temps libre nouvellement acquis, l'un en Angleterre et l'autre en France. Le 5 août 1920, Walters décéda chez elle d'une hémorragie cérébrale. L'amour de sa vie, Gerald Summerlee, la poussait dans son fauteuil roulant lorsque Walters eut son AVC fatal. Au moment de son décès, sa fortune s'élevait à plus de 2750 livres, une somme considérable pour l'époque et pour quelqu'un de son origine. À ce jour, au 15 South Street, où Walters rendit son dernier souffle, une plaque bleue royale est apposée sur la propriété en son honneur. Compte tenu de sa profession et des attitudes conservatrices de son époque, c'est un hommage surprenant, mais indéniablement approprié, à une femme impressionnante, qui savait vivre la vie à fond. Merci de regarder History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factsinate, pour plus de faits incroyables sur tout.